RN Bokorandoule Lycée Salongo. Vive lycée Salongo, école catholique de Maïndombe. 75 ans de jubilé. Les enseignants chantaient lycée Salongo. Les mamans chantaient lycée Salongo. Les lycéens chantaient lycée Salongo. Tout le monde chantait. Aujourd'hui c'est la fête de 75 ans de jubilé pour lycée Salongo de Bokoro. La seule unique école de filles de la province de Maïndombe. Lycée Salongo. Borné en nom par le couvent Sikide. Au sud par le bureau central et les centres culturels. C'est de lycée Salongo. À l'est par la maison de médecin, chef des ordres. Who can say where the road goes, where the day flows? Only time. And who can say if your love grows as your heart shows? Only time. Who can say why your heart sighs as your love flies? Only time. And who can say why your heart cries when your love lies? Only time. Merci. Merci pour votre accueil si chaleureux. L'occasion que votre lycée nous offre de venir encore une fois parmi vous pour célébrer avec vous la fête de cette école. Comme je le disais l'autre fois, une école de référence. Voilà.
De cette cérémonie, la coupure du ruban. Ce geste marque officiellement l'ouverture du jubilé d'Albâtre du lycée Salongo Sainte-Thérèse. Nous allons accorder à présent la parole à la sœur préfète pour le mot de bienvenue et après il y aura coupure et après la coupure nous aurons une visite guidée. Et représentons les gardes des écoles conventionnées catholiques des diocèses du Nongo. Auguste Assemblée. Voici venu le grand jour, tant attendu au lycée Salongo. Jour de fête et de joie pour ces berceaux de l'intelligence féminine au Maïdombe. Constitue la référence et suscite la préférence. À l'occasion des 75 ans d'existence, toutes ces formées et tous ces sympathisants rendent grâce à Dieu pour les merveilles accomplies en son sein. Cela étant, nous invitons Monseigneur l'évêque d'Inongo, représentant légal des écoles conventionnées catholiques, à bien vouloir rompre ces ribans d'ouverture des festivités jubilaires. Stabilise pour la continuité dans l'éducation de nos jeunes filles, pour la meilleure formation de l'avenir de filles et de femmes, de futures mères de notre province. Merci. Et la bonne fête de jubilé! Aux filles de la 7e et 8e du lycée Salongo qui sont à l'internat. À côté, nous avons la première année des humanités PEDA, A et B, ensemble aussi. Et au fin fond, nous avons la grande salle de professeurs, qui fut dans l'ancien temps la salle de G du lycée Salongo. Ces bâtiments, nous avons deux salles de 8e année de l'éducation de base, 8e A et B, et la 3e année des humanités commerciales. Nous avons 9 salles de classe et vous pouvez compter vous-même. Le dépôt, l'infirmerie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Seigneur notre Dieu, nous voulons te rendre grâce pour tous les bienfaits que tu ne cesses d'accomplir dans chacune de nos vies.
Merci surtout en ces jours pour les merveilles accomplies en ce lycée Sainte-Thérèse, lycée Salongo de Bokoro, qui a la joie et le bonheur de célébrer son jubilé de 75 ans d'existence. Sans toi, cela ne pourrait pas être possible. C'est comme ça que nous t'appelons au début des activités de ce jour, au début de ces conférences, pour que tu sois avec nous, afin que tout puisse mieux se passer pour ta plus grande gloire et les biens de tous les hommes. Toi qui vis et règnes aujourd'hui, demain et pour le siècle des siècles. Nous commencerons par l'histoire historique du lycée Salongo et après nous allons prendre l'histoire de la sainte patronne Thérèse de l'enfant Jésus. Tenant compte de l'existence de 75 ans d'existence de notre école lycée Salongo, nous vous présentons la thématique sur l'historique du lycée Salongo de Bokoro. Situation géographique. Le lycée Salongo de Bokoro est une école secondaire conventionnée catholique de filles implantée en RDC, province de Maïdombe, territoire de Koutou, dans la commune rurale de Bokoro, précisément dans le quartier Mafoula. Le dit lycée est borné au nord par le couvent de Sœurs de l'Immaculée Conception, cycle en cycle. Au sud par l'orphelinat des Sœurs de l'Immaculée Conception, à l'est par la résidence du médecin-chef des zones de la santé rurale de Bokoro, à l'ouest par l'hôpital général des références de Bokoro. Date de création. Le lycée Salongo a été créé en 1950 par les Sœurs de l'enfance de Jésus, Serge en cycle, selon l'arrêté ministériel Eden Barca par 0027 francs. Pour assurer la formation des monitrices chargées pour l'encadrement des écoliers. C'est de cette façon les premières enseignantes des écoles de la province de Maïdom en firent ici. Les différentes étapes. Notre école lycée Salongo a connu 4 grandes étapes depuis sa création en 1950. De 1950 à 1955, le lycée Salongo fut dirigé par la sœur Marie-Josée Van Dorp avec Beata comme directrice adjointe, comme une école d'apprentissage pédagogique et AP en sigle, avec une durée de 3 ans, puis en école de monitrice proprement dite, avec une durée de 4 ans post-primaire. De sa création, le lycée comptait un effectif d'environ de 17 élèves et plus ou moins 4 formateurs, regorgeant aussi un internat en son sein. De 1955 en 1971, à cette époque, le lycée Salongo était appelé Institut Sainte-Thérèse et dirigé toujours par la sœur Marie-Josée Van Dorp, regorgeant un effectif d'environ de 200 élèves et plus ou moins 9 formateurs. Et la 5e année d'études fut ajoutée. C'est en 1967 que la sœur Marie-Josée quitta ses fonctions et fut remplacée par la sœur Juliette Tagodeli, qui à son tour fut remplacée par la sœur Christy Lameyer. De 1971 en 2018, de 1971 jusqu'en 2018, le lycée Salongo a connu plusieurs
dirigeants et plusieurs modifications en termes de section. De 1971 à 1980, à l'occasion de la zaïrianisation, le lycée Salongo fut dirigé par un préfet laïque à la personne de M. Epamboko. Ce dernier fut à son tour succédé de nouveau par une sœur religieuse, Adolphine Oumba, comme la première sœur congolaise à assumer la responsabilité de chef d'établissement et préfet des études de l'Institut Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus, baptisé le lycée Salongo de Bokoro. Après son départ, la fonction de chef d'établissement et préfet des études a toujours été assumée par les sœurs de l'Immaculée Conception, dont la chronologie s'établit comme suit. Je cite, la sœur Marguerite Likaou de 1992 en 1994. La sœur Félicité Mongo de 1994 à 1996. La sœur Rosalie Ietouli de 1996 à 2004. Sœur Ikaou deuxième tour de 2004 à 2009. Sœur Séraphine Poutou à Bonfa de 2009 à 2014. Sœur Marie Léonie Mbaou à Mwanto de 2014 à 2016. Sœur Pélagie Tangam Massabou de 2016 à 2020. L'actuelle sœur préfet Pélagie Touangan Saou de 2020 à nos jours. Elle la 16e en fonction avec ses conseillers pédagogiques Mako Lemouché, Richard Poutou-Mosengo et Rodrigue Ebiancol. Le lycée Salongo a reçu son agrément sous les arrêtés ministériels numéro Eden bar cap bar 00D bar 71, Mine 7 bar cap bar 1000 bar 001 bar 00D 300 bar 90 RC 3 2004 bis et celui du numéro 069 3 bar 2018. Il est parmi les plus grandes écoles de filles au Maindo. En dépit de ce qui est cité si haut, la priorité de cette année s'articule d'équiper la section Coupe-Petit en machine. Hormis la 7e année et la 8e année d'éducation de base, les lycées Salongo finalement, en tenant compte du besoin réel de la formation des filles en d'autres options. Elle a été dotée des arrêtés ministériels lui autorisant de faire fonctionner les options suivantes. Pédagogie générale, coupe et couture, commercial et gestion, nutrition, scientifique, latin philo, formant au total 41 salles de classe. Au regard de tout ceci auguste ensemble, il est certes vrai que le lycée Salongo mérite réellement d'être baptisé l'école de différence, de référence et de préférence pour les filles de Maindo en particulier et pour toute la République démocratique du Congo en général. Je vous remercie. La suite de l'historique. 1. La vie de la Sainte Patronne. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, née à Lençon, le 2 janvier 1873, 5e fille de Louis Martin et Zélie Guérin. Canonisée en 2015. Thérèse perd sa mère très jeune, à l'âge de 4 ans. Après la mort de Zélie Guérin, le 28 août 1877, le père de Thérèse emménagea avec ses enfants dans la ville de Lisieux. La petite Thérèse est la 5e et dernière des filles d'une famille chrétienne. Elle bénéficie de grâces spéciales qui lui permettent de mûrir humainement et spirituellement et qui l'aident
à grandir dans la conscience et les familles miséricordieuses, dont la bonté veut se faire connaître à tout temps. Elle est appelée autrement Sainte Thérèse de Lisieux, Thérèse de l'Enfant Jésus et Thérèse Martin. Thérèse a à peine 15 ans quand elle entra au couvent le 9 avril 1888. Avec une fidélité héroïque, elle y poursuit sa route vers la sainteté. Elle désire plus que tout rejoindre ses sœurs Pauline et Marie au Carmel de Lisieux pour devenir elle aussi carmélite contemplative. C'est la raison pour laquelle, profitant d'un pèlerinage diocésain à Rome et d'une audience avec le pape Léon XIII, elle demanda audacieusement au Saint-Père de la dispenser de l'âge requis pour rentrer au Carmel. Après quelques mois d'attente, elle finit par obtenir la permission espérée. Elle entre donc au couvent la même année. En 1888, elle prononcera ce vœu 10 ans plus tard, le 8 septembre 1890. Sa doctrine intérieure se reflète également dans les poésies et dans les petites pièces de théâtre qu'elle composa pour les récréations de ses sœurs carmélites. Comme collaboratrice de la maîtresse de novices, Thérèse se concentra à transmettre son expérience spirituelle dont le message est condensé dans la petite voix de l'enfance. Elle reçut en outre la mission d'accompagner par sa prière et son sacrifice de frère missionnaire. Une occasion pour consolider sa vocation apostolique et missionnaire qui l'a poussée à entraîner tout le monde avec elle vers le Seigneur qui avait soif des hommes. Le 3 avril 1896, durant la nuit du jeudi au vendredi saint, le premier symptôme de la maladie qui va la conduire à la mort se manifeste. C'est durant cette période de la souffrance qu'elle comprend parfaitement sa vocation à l'intérieur de l'Église, tel un cœur brûlant, d'amour qui est aimé, aimé et fait aimer. En raison de l'aggravation de sa maladie, elle est finalement transférée en l'infirmerie et y meurt le 30 septembre 1896 à l'âge de seulement 24 ans. Comme elle-même l'écrit dans la nuit obscure, je ne meurs pas, j'entends la vie. Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face fut canonisée par le pape Pie XI le 12 mai 1925 et fut proclamée 10 ans plus tard patronne universelle des missions avec Sainte Xavier. Le 19 octobre 1997, Saint Jean-Paul II la déclara docteur de l'Église. Sa fête liturgique est célébrée le 1er octobre. Sainte Thérèse considère la confiance en Dieu comme un puissant instrument de conversion, vivant pour répondre au désir de Jésus d'être aimé. Elle le désire, l'aimer et le faire aimer. Répondant à l'amour par l'amour. Le plus grand désir de Sainte Thérèse, c'est la sainteté, l'inséparable du désir de salut pour tous ses frères, avec une attention particulière pour les plus pauvres. J'ai dit et je vous remercie. Nous vous remercions de façon chaleureuse.
À vous, les deux élèves, dont Bolia, grâce et Bolia parfaite, pour le sens de l'histoire, de la précision dont vous avez fait preuve. Les 75 ans d'existence de notre école, nous voulons vous présenter une conférence dont le thème est intitulé « Les cadrans du cash flow ». Qui est Robert Kiyosaki? Robert Kiyosaki, né le 8 avril 1947 à Hawaï, est un entrepreneur américain spécialisé dans le développement personnel. En 1977, Robert Kiyosaki a créé une entreprise qui a lancé sur le marché les premiers portefeuilles à nylon et à velcro. Au début des années, il a fondé une entreprise de création et de distribution de t-shirts, des groupes de rock, qu'il a vendu en 1985. Introduction. Devenir riche est le rêve de tout le monde. Mais nous se demandons quel est le secret pour atteindre cette finalité. Les personnes qui se distinguent parfois sur les bancs de l'école ne se retrouvent pas automatiquement dans la vie concrète. Comment les enseignants ne sont-ils pas riches? Pourquoi les écoles nous apprennent-elles si peu à propos? Nous n'avons pas d'éducation financière. Ainsi, c'est dans ce livre Cadran du cash flow que Robert répond à toutes ces questions. Balisage conceptuel, définition du cash flow. Le cash flow se définit selon les Robert comme anglicisme en comptabilité qui renvoie au solde comptable, indiquant la capacité automatique, autofinancière d'une entreprise. Il est parfois remplacé par la lettre marge brute d'autofinancement. Il correspondant à l'état actuel et à venir de sa trésorerie à un instant. Le calcul du cash flow consiste donc à mesurer les flux nets de trésorerie en tenant compte des entrées et des sorties présentes et à venir. Il convient de signaler que le cash désigne d'abord une boîte contenant de l'argent puis en extraction l'argent lui-même. Il s'agit sans doute d'un emprunt du mot ancien français dans sa variante normande, casse, boîte, coffre à argent. Point 2. Le cadran 4 à lui, en géométrie, il est comme l'écart de la circonférence correspondant à un arc de 90 degrés. Le cash flow selon Robert Kiyosaki. La liberté est le but premier de l'homme. Dans le cadran du cash flow, Robert nous explique qu'il y a 4 façons de gagner l'argent. En étant employé, travailleur indépendant en son compte, propriétaire d'un business et d'être investisseur. Comme l'indique son sous-titre, c'est un guide pour atteindre la liberté financière, publié en 1998. Il divise les sources de revenus en 4 catégories principales. Ces cadran représentent différentes façons dont les gens gèrent leurs revenus et reflètent leurs valeurs fondamentales. Premier cadran représenté par la lettre E veut dire
employés. Les employés travaillent pour une entreprise ou une personne et échangent leur temps contre de l'argent. Et s'ils ne travaillent pas, ils ne sont pas payés. Ce qui est recherché dans ces cadrans, c'est la sécurité financière. Mais quand on perd de l'emploi, on perd aussi cette sécurité. Et c'est ce que vise la majorité des personnes sortant de l'école. Quand on est salarié, on paye énormément d'impôts. On peut retrouver dans ces cadrans un professeur d'école travaillant pour le ministère de l'Éducation, un infirmier salarié dans des hôpitaux publics ou privés, tels Time Look, PDG, donc ainsi de suite. Le deuxième cadran, représenté par la lettre T, veut dire travailleurs autonomes. Ils ont leur propre business. Ici, on est dans la logique qui dit si tu fais un bon travail consciencieux, fais-le toi-même. Ces cadrans incluent les propriétaires de petites entreprises où les indépendants travaillent pour eux-mêmes et valorisent l'indépendance. Mais leur revenu dépend directement de leur temps et leurs efforts. On peut ici parler de fonctions libérales telles que médecin, vétérinaire, avocat ou un dentiste. Ils préfèrent de prendre les choses à main elles-mêmes. Ils gagnent parfois plus d'argent que les personnes de la catégorie E. Ils attachent de l'importance à elles-mêmes. Mais dans la plupart des temps, ils échangent leur temps contre de l'argent. Ils tombent malades, les business s'écroulent. Autrement dit, s'ils ne travaillent pas, elles ne sont pas payées. En termes de fiscalité, ils sont aussi désavantagés. Le troisième cadran, représenté par la lettre C, veut dire chef d'entreprise. Les personnes dans ces cadrans dirigent des entreprises où elles ne sont pas directement impliquées dans les opérations quotidiennes. Elles gèrent des revenus grâce à des systèmes et des équipes. Elles ne sont pas propriétaires d'un grand business, même si vous n'êtes pas physiquement présent, des personnes travaillent pour vous. Les personnes de cette catégorie ne sont pas forcément les personnes les plus intelligentes dans leur business, mais au contraire, cherchent des personnes très compétentes pour faire fonctionner les systèmes à leur place. C'est donc le leadership qui les caractérise et une bonne communication est également requise. Ici, ces personnes ne travaillent pas pour leur entreprise, mais l'entreprise travaille pour elles. Nous pouvons citer dans cet cadran des blogueurs et des youtubeurs. Leurs articles, formations, vidéos font de l'argent sans pour autant qu'ils soient des valeurs écrans. Le quatrième cadran, représenté par la lettre I, veut dire investisseur. Les investisseurs gagnent de l'argent en mettant leurs capitaux au travail, que ce soit dans des actions de biens. Étymologiquement au latin, mundus, qui veut dire univers, elle se définit comme étant l'ensemble de processus économiques, sociaux, culturels, ainsi que l'accélération de mouvements et d'échanges de biens, de services
et même de culture. La culture se définit comme étant l'ensemble des aspects intellectuels, artistiques d'une civilisation. Selon la culture africaine, nous devons reconnaître que la femme est difficilement reconnue par l'homme comme étant son égal. Bien qu'il existe déjà la parité, l'homme a toujours considéré la femme comme un être vulgaire ou vulnérable. Il y a encore aujourd'hui de ces sociétés ou de cultures qui ne cessent de sous-estimer la femme et promouvoir l'homme. Mais les sociétés ont le devoir de s'acculturer. Pour ceux qui ne comprennent pas le mot s'acculturer, cela veut dire tout simplement cultiver de nouvelles cultures, évidemment celles qui reconnaissent le droit de la femme ainsi que toutes ses compétences. Rôle de la femme. Au XXIe siècle, la mondialisation est de plus en plus fréquente. Le monde se développe du jour au jour. La femme doit aussi s'adapter à cette nouvelle culture. Elle doit cesser de se sous-estimer elle-même. Car la parité qu'elle a aujourd'hui ne doit pas être qu'un titre, mais nous devons aussi la voir, la constater dans les actes et les accomplissements. Nous devons reconnaître que la femme est aussi en partie responsable au fait que certaines sociétés n'arrivent pas à l'accepter comme égale à l'homme. Il y a encore de ces femmes qui pensent que leur rôle n'est que de rester à la maison, faire la cuisine, couler la lessive, ainsi que d'autres travaux ménagers. Ce qui est tout à fait le contraire. La femme a aussi la capacité de jouer un rôle, de travailler dans d'autres domaines tels que l'administration, la politique, l'ingénierie, l'architecture, la médecine, ainsi de suite. Nous avons aujourd'hui besoin de femmes courageuses, ambitieuses, déterminées, compétentes, responsables, travailleuses. Aujourd'hui, nous avons des femmes dont le nom resteront à jamais gravé dans les livres de l'histoire de la mondialisation. Nous citons Judith Suminwa Tuluka, qui est aujourd'hui première ministre de notre pays, la RD Congo. Eve Bazaïba fut vice-premier ministre de l'Environnement. Mami Ilanga, actuellement députée nationale. Samia Saoulou Hassan, qui est aujourd'hui présidente de la République en Tanzanie. Raïssa Malou, actuellement ministre d'État de l'Éducation nationale et de la nouvelle citoyenneté. Le rôle ou le poste qu'occupent ces femmes ne doivent pas seulement nous émouvoir, mais aussi nous encourager et nous fortifier de manière à ce que nous ne puissions pas seulement les encourager, mais aussi marcher avec elles vers la mondialisation. À savoir que ces femmes qui sont aujourd'hui ministres, chefs d'État, docteurs, préfets, députés, ingénieurs, ainsi de suite, ont les mêmes capacités que nous autres. Nous devons apprendre à honorer nos droits. Nous devons savoir honorer la parité pour devenir comme ces femmes. Nous avons les mêmes enseignements que l'homme. Alors, nous ne voyons pas pourquoi nous devons reculer devant ces derniers. En guise de conclusion, nous disons que la journée dédiée aux femmes n'est pas en premier lieu une bande publicitaire d'épargne ni une émancipation, au sens d'une libération issue d'une aliénation masculine ou humanitaire,
elle est et demeure une prise de conscience de la femme pour le bien de l'humanité. Car cette prise de conscience implique l'autodétermination, la volonté d'agir, la bravoure sociale, les progrès et la liberté dans le monde. Voilà pourquoi une femme est amour, la joie, la gloire et l'espérance pour les enfants qu'elle guide, pour la place qu'elle occupe et pour le bien du monde. Elle élève le cœur et calme la souffrance comme l'âme dans le corps. Fait de façon anarchique et entraîne par conséquent la pauvreté accompagnée de plusieurs problèmes dans la recherche de la population. Nul n'ignore de nos jours que notre population gangrène dans une pauvreté qui ne traduit pas son nom. Et celle-ci a pour cause l'oisiveté, la loi du monde est fort, le manque d'institutions financières et de microfinances, le manque d'encadrement des agriculteurs, etc. Hormis ces facteurs précités pouvant occasionner la pauvreté dans nos milieux ruraux, nous pouvons encore ajouter certains autres facteurs tels que la pauvreté des sols arables, le manque d'équipements modernes ainsi que la non-prise de conscience de cette pauvreté par la population elle-même. Il est évident que le développement intégral d'un individu et de tout un peuple commence par son mental. Cependant, le constat très amer dégagé de nos jours dans l'échelle de notre population est que le comportement affiché par nombre de personnes s'avère l'une des causes primordiales de cette pauvreté. À titre exemplatif, si dans nos milieux, dans chaque ménage, chacun s'engage dans l'élevage des volailles, des porcins, des ovins, etc., et que personne ne pouvait voler les produits de l'autre, tout le monde mangerait à sa faim et que la crise financière ne connaîtrait pas le niveau élevé que nous décrions à présent. Au regard de tous les aspects évoqués ci haut, plusieurs analyses en matière économique révèlent que les dites populations se verraient positivement émergentes dès lors qu'elles prennent part à la mondialisation économique et qu'elles mettent en pratique les techniques de production et de gestion des ressources tant matérielles, humaines que financières prônées par les économistes tels que Adam Smith, Thomas Robert